Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place. Nous allons démarrer ce panel. Bienvenue à ce premier panel qui est consacré à un secteur stratégique à la croisée des chemins entre innovation technologique, transition énergétique et développement industriel. L'industrie des batteries à haute performance avec un focus particulier sur son émergence au Maroc, donc c'est la thématique de ce panel. À l'heure où le monde s'engage de manière décisive dans la décarbonation de son économie, les batteries, qu'elles soient lithium, sodium ou autres, jouent un rôle crucial dans la mobilité électrique. Le stockage des énergies renouvelables et la souveraineté industrielle constituent ce qu'on appelle la préoccupation de tous les opérateurs dans ce domaine. Monsieur Constantin, directeur général d'Air Liquide, sera le modérateur de ce panel. Il est directeur pays avec une solide expérience dans l'industrie chimique. Il est actuellement responsable de l'ensemble des activités Air Liquide au Maroc. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, à vous la parole, cher ami. Bonjour tout le monde. Très honoré d'être parmi vous aujourd'hui et d'animer ce panel qui non seulement a des excellents représentants de l'écosystème de batterie, mais également, c'est probablement la première fois qu'on arrive à rassembler l'ensemble de l'écosystème batterie au Maroc, autour d'une seule table. Donc très, très honoré de faire cette tâche aujourd'hui. On attend encore M. Bachiri qui doit arriver avant de commencer. Ou bien je peux commencer à présenter les participants. Nous avons M. Khalid Kalam, qui est le président du conseil d'administration de Gotion Power Maroc, et il dirige opérationnellement la première gigafactory de la région. M. Kalam possède une riche expérience dans divers postes de niveau exécutif au sein des sociétés automobiles multinationales où il a passé toute sa carrière. Il a commencé au sein du groupe Valeo, où il a développé avec succès des activités avec des constructeurs automobiles japonais, européens et américains. Et ensuite, pendant 18 ans, au sein du groupe Magneti Marelli, il a travaillé donc pour la filiale de Fiat Chrysler Automobile, actuellement Stellantis. En janvier 2009, il a été nommé membre du conseil d'administration du groupe Magneti Marelli, puis en juillet 2011, président et PDG du groupe Magneti Marelli pour la région Mercosur, comprenant 13 unités de production et 9000 personnes au Brésil et en Argentine. En juillet 2015, il a été engagé par le ministre de l'Industrie et de l'Investissement et du Commerce Moulay Hafid El Alami pour gérer la stratégie et l'investissement du secteur automobile du Royaume du Maroc. Sous sa responsabilité et son leadership, le secteur automobile du Royaume du Maroc connaîtra un développement sans précédent. Pas moins de centaines d'investissements majeurs seront réalisés depuis juillet 2015, y compris l'installation de Stellantis, générant un revenu d'exportation annuel estimé à 15 milliards de dollars américains. Et donc, le 1er septembre 2024, il a été nommé président du conseil d'administration de Gotion Power Maroc, où il dirige opérationnellement la première gigafactory de la région. J'introduis également M. Mohamed Bachiri, qui n'a pas nécessairement besoin d'être introduit, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc, directeur général de Renault Group, donc figure clé de l'industrie automobile et du patronat marocain. Son parcours dans l'industrie automobile débute en 2006 dans les métiers de ressources humaines au sein de Renault. Après une première expérience Lafarge, il joue un rôle clé dans le lancement de l'usine Renault de Tanger et pour cette contribution, il a été décoré en 2012 par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du Wissam de mérite national de l'ordre d'officier. Il est le premier Marocain à prendre la direction générale de l'usine Renault Group de Casablanca, Somaka, et de l'usine Renault Group Tanger, respectivement en 2015 et en 2020. Parallèlement, il est impliqué activement dans des divers conseils d'administration et commissions liées à l'industrie depuis 2012. Et en 2020, il assure la présidence par intérim de la Confédération générale des entreprises du Maroc
et occupe depuis 2021 la présidence de la Commission développement industriel et du groupe Maroc Industrie au sein de cette confédération. Monsieur Peter Young, he's the CEO of BTR Morocco. Mr. Peter Young brings over 20 years of multinational leadership experience in new energy materials, advanced manufacturing, and global supply chain management. His cross-disciplinary background spans engineering, industrial operations, and international business. If we look at his career milestones, he was, before joining BTR Morocco, the Asia-Pacific Director of Science and Technology with the American company DuPont. He led for DuPont the research and development and commercialization of advanced material technologies. Prior to that, he worked for a German company, Armacell, where he was the Asia-Pacific Director of World-Class Manufacturing and established manufacturing excellence across the Asia-Pacific. And before that, he had leadership roles at the Japanese company TDK, the American company Molex, and the German company Siemens. He has a doctorate in business administration from the Université Côte d'Azur in France, a dual MBA in business administration and supply chain management from HCAST and Indiana University, and a Master of Science in Engineering from Huazhong University of Science and Technology in China. I will also introduce Madame Zineb Zerioui. Zineb, she's the Chief Financial Officer and Deputy General Manager of COPCO. COPCO, that is a joint venture between Almada and CNGR Advanced Materials. And COPCO is the first advanced battery materials and closed-loop solutions provider in the Pan-Atlantic region. Drawing on her expertise in finance, strategic development, and leadership, Zineb plays a pivotal role in shaping COPCO's financial strategy and enabling its long-term growth. She has a proven track record of navigating complex markets and driving impactful business growth by leveraging her expertise in corporate finance, investment, and strategy. Prior to her current position, she led strategy and development initiatives in Francophone Africa for Lafarge Holcim. She also brings extensive experience from previous roles at Almada, the African Development Bank, and the other leading financial institution. Zineb holds a master's degree in management from ESCP Business School in France. And then we have Hicham Slaoui. Hicham, he's the CEO of Mera Batteries. He joined Innovix in 2022 as Business Development Director. He was Development Director of CETIEV, where he received the first recognition in Morocco from Renault and Stellantis for validating several automotive components and led to the creation of Africa's first test center for automotive development and validation for Stellantis. He has a strong and solid background in the automotive industry with more than 20 years of experience. Ladies and gentlemen, please welcome the speakers with a big round of applause. What we would like to discuss today is that each speaker will present a little bit the company and the implementation in Morocco, its growth. And then we'll try to answer questions around the integration of the supply chain, the vertical integration of the supply chain of the battery ecosystem in Morocco, the competitiveness of this supply chain, the usage of green energy that Morocco is able to provide to this battery ecosystem, and last but certainly not least, the use of Moroccan talents and local research and development. Monsieur Bachiri, je vous propose en fait de prendre la parole en premier et de nous présenter en quelques mots le success story du groupe Renault au Maroc avec la création de l'écosystème de l'automobile qui pourrait être une source d'inspiration pour le développement de l'écosystème batterie. En tant que constructeur automobile, essayez également de nous dire quelles sont les principales innovations en matière de batterie et notamment celles portées par le groupe Renault pour faire des batteries un levier de performance durable. Merci. Merci beaucoup. Très heureux d'être parmi vous. Je tiens à remercier le président de la Fédération de la chimie et parachimie pour son invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous à chaque édition, mais entre-temps, on a beaucoup de travail au niveau du groupe Maroc Industrie avec la partie, les collègues ici présents. L'écosystème automobile qu'on a réussi à construire au fil des années avec l'État marocain, je parle du constructeur Renault,
Ça a pris plusieurs années. Pour votre information, en 2005, quand Renault a racheté Somaca, il fabriquait 10 000, 15 000 véhicules. L'année dernière, entre l'usine de Tanger et de Somaca, on a construit 413 000 voitures. Vous voyez un peu sur 15 ans tout le parcours que le groupe a fait en termes d'investissement, de développement de compétences et d'intégration sur ce sujet. Mais une date clé dans notre histoire industrielle au Maroc, c'est 2016. 2016, c'était l'année où on a signé devant Sa Majesté le Roi à Rabat une convention pour la mise en place de notre premier écosystème automobile, c'est-à-dire le développement d'un tissu de fournisseurs qui va graviter autour de nous, qui seront installés au Maroc sur un certain nombre de commodités en lien avec les projets industriels qu'on a, pour fabriquer pour nous des pièces dont on a besoin pour nos usines, mais aussi pour exporter ce type de pièces pour d'autres usines de groupe en Europe, en Espagne, en France, en Roumanie et sur un certain nombre de pays. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un plateau d'intégration locale avec des équipes corporate, des équipes locales, l'achat, l'ingénierie produit, l'ingénierie process, la partie affaires publiques. Et ces gens ont travaillé étroitement avec l'État marocain et le ministère de l'Industrie, entre autres. Et on a aussi fait de roadshows pour aller dans un certain nombre de pays, en Asie, en Europe, un peu partout, pour présenter l'écosystème et les opportunités qui sont offertes. Et au fur et à mesure, ces équipementiers ont commencé à s'installer, à recruter des gens, à former, à monter en compétences aussi, à produire les pièces. Et on a, au fil des années, continué à progresser parce qu'on avait des engagements qu'on avait signés en 2016 devant Sa Majesté. Le premier engagement, c'était en 2023, il y a 2 ans. On devait avoir un niveau d'intégration locale de 65%, c'est-à-dire 65% de la valeur des pièces qui sont montées sur nos véhicules soit fabriquées par des équipementiers installés au Maroc. Et un autre indicateur, c'était le chiffre d'affaires d'achat de pièces pour nos usines, mais aussi pour les usines d'Europe du groupe, soit de 1,5 milliard d'euros. On a atteint ces 2 indicateurs 1 an avant la fin de première convention de l'écosystème, en 2022. Et en 2021, toujours dans la même continuité, par rapport à tout ce qui est en train d'arriver au niveau de la filière automobile d'une façon globale au niveau mondial, nous avons signé un deuxième engagement, un deuxième écosystème en 2021 pour la période 2023-2030. C'est-à-dire en 2030, on doit passer de 65% à 80% de taux d'intégration locale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille dessus. Dès maintenant, on identifie des PME, des PME, PMI, des grands groupes, des équipementiers sur un certain nombre de commodités qui n'existent pas encore au Maroc, notamment sur les technologies d'électrification, on reviendra à ça tout à l'heure, et la partie électronique. C'est des technologies qui nous manquent et on capte des fournisseurs étrangers et avec des partenaires locaux pour qu'ils puissent s'installer et les accompagner à produire pour nous ces pièces. Et donc en 2030, on doit être à 80% et le chiffre d'affaires d'achat de pièces de 3 milliards d'euros, c'est-à-dire 33 milliards de dirhams en 2030. Donc on est en trajectoire en 2024, on n'a pas encore communiqué parce qu'on attend la validation du ministère de l'Industrie, mais c'est une très belle success story et c'est comme ça qu'on a réussi à construire le tissu avec l'État dans le cadre du partenariat public-privé, cet écosystème qui existe aujourd'hui. Pour vous rappeler que l'écosystème automobile, c'est 250 équipementiers et c'est 220 000 emplois entre Tanger et la zone de Kénitra et un peu au niveau de Casablanca et au sud de Casablanca. Donc c'est devenu au fil des années un enjeu très important, mais chaque année, ça nous oblige à faire mieux, parce que chaque fois, il faut passer d'un niveau à un niveau supérieur, et des fois, on nous dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Il y a un petit rhume, etc. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille en profondeur, et on reste discret et concentré, et alhamdoulilah, pour le moment, ça marche, et moi, je reste confiant sur les prochaines années. Maintenant, sur ta deuxième partie de questions sur la partie batterie électrique, au niveau du groupe, nous, on ne considère pas la batterie électrique comme un composant. On le considère comme un levier stratégique pour rendre plus accessible la mobilité électrique aux grands consommateurs. Donc, c'est un enjeu stratégique pour nous sur les prochaines années. Et dans ce cadre, le groupe a créé, il y a quelques années, une filiale dédiée 100% à l'électrique qui s'appelle Ampère et qui est en train de faire un extraordinaire travail sur la partie électrification de la gamme de produits de Renault. Et par rapport à ces objectifs, on a
Il y a la partie batterie. Donc, sur la partie batterie, nous connaissons les deux types standards qui existent. C'est la technologie NMC, qui sont des technologies qui sont denses, qui sont dont la durée de circulation elle est importante. On a la technologie LFP qui sont plus accessibles en faible densité. Et on a annoncé aussi qu'on va être le premier constructeur au niveau mondial à utiliser une nouvelle technologie de batterie qui s'appelle Cell to Pack avec le LG pour avoir des batteries beaucoup plus denses, de 20% de plus, mais qui utilisent moins de matières premières, donc moins de poids dans le véhicule, donc moins d'émissions de CO2 et donc plus de protection d'environnement par rapport à la protection des ressources naturelles dont on reviendra tout à l'heure. Et le dernier point, et je terminerai sur ce sujet, c'est que le groupe aussi a décidé de créer un centre R&D au niveau de l'Ardi dans la région parisienne qui va s'occuper 100% pour développer et travailler sur l'innovation par rapport aux cellules de batterie du futur, pour qu'elles soient beaucoup plus performantes, beaucoup plus accessibles, et aussi l'enjeu de recyclage. Le recyclage, on n'en parle pas beaucoup sur les batteries, mais c'est un enjeu aussi fondamental. Donc voilà, c'est un peu l'état des lieux aujourd'hui, et j'interviendrai tout à l'heure sur les autres thématiques. Voilà. Merci beaucoup, Si Mohamed. Donc, si on comprend bien, si on voudrait faire un parallèle pour l'écosystème des batteries, on devrait arriver à présenter à Sa Majesté un projet d'écosystème et de création d'écosystème batterie pour arriver à faire ce que vous avez fait en 2016, en fait, et créer un écosystème ici au Maroc de la même manière. Très, très intéressant. Je passerai maintenant à Si Khalid. Avec un peu une question d'introduction de la société Gotion. Ce que vous faites ici au Maroc, vous êtes la première gigafactory en fait dans cette partie du monde. Dites-nous en fait ce que vous avez fait et où vous en êtes aujourd'hui de cet investissement. Bonjour à tous. Avant toute chose, je souhaite remercier le président de la Fédération de la chimie et de la parachimie, ainsi que ses équipes pour cette invitation. C'est la première fois que nous prenons réellement la parole dans un forum, et j'ai plaisir à participer avec mes collègues, mon ami Sibachiri, et puis l'ensemble de l'écosystème à ce forum. Et félicitations encore pour cette excellente organisation. Alors, Gotion Power Morocco est la première gigafactory de la région. Elle est une filiale du groupe Gotion High-Tech, qui est un groupe sino-européen qui a été créé en 2006. Donc c'est un groupe qui est récent, comme l'ensemble, je dirais, des concurrents dans ce secteur, qui, il y a 20 ans, n'existait pas encore, en fait. Si vous comparez ça à l'automobile, un constructeur comme Renault, je dirais, a une existence de plus de 100 ans. Donc c'est un secteur qui est très très jeune, on va dire, dans le secteur industriel mondial. Donc il est né en 2006. Nous avons été introduits en bourse, à la bourse de Shenzhen et à la bourse de Zurich en 2015. En 2020, le premier constructeur européen et le deuxième constructeur mondial, Volkswagen, est devenu le premier actionnaire de Gotion High-Tech. Et en 2024, le groupe Gotion High-Tech est devenu un des top 5 mondial dans cette activité des batteries en termes de volume de vente. Et ça a été confirmé d'ailleurs dans la présentation de M. Rachid Yazami. Et nous avons employé l'année dernière 30 000 salariés au niveau mondial. Alors nous sommes présents dans le secteur des énergies, des nouvelles énergies, principalement dans la mobilité durable, dans la production et le développement des batteries pour véhicules électriques, batteries de véhicules électriques, batteries de bus électriques et de camions, bien évidemment. Nous sommes aussi présents, et ça ne se sait pas assez aujourd'hui au Maroc, dans le secteur de batteries de stockage d'énergie. Et quand on parle de batteries de véhicules électriques, il est important de savoir qu'on est présent dans toutes les chimies qui ont été présentées ce matin par M. Yazami, c'est-à-dire le LFP, le LMFP, ainsi que le NCM. Nous sommes aussi présents
et on en discutera probablement un peu plus tard avec toi, Constantin, sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que quand on parle de Gigafactory, souvent ça entend que la production de cellules, même en Europe. Aujourd'hui, quand on parle de Gigafactory au Maroc, nous serons quasi totalement verticalisés. C'est-à-dire qu'on produira les matériaux, cathode, anode, les modules, et ça ira jusqu'au pack complet pour des constructeurs automobiles, ainsi que dans le secteur des batteries de stockage d'énergie. Alors nous sommes un groupe mondial. Nous sommes aujourd'hui, malgré notre classement, nous sommes dans le top 5 mondial, on est juste derrière les géants que sont CATL et BYD. Nous sommes le seul groupe mondial à être présent sur tous les continents. Si vous regardez aux États-Unis, par exemple, nous sommes le seul acteur chinois qui sont présents aux États-Unis. Nous sommes présents, bien évidemment, présents en Asie, en Chine, en Asie du Sud-Est, l'ASEAN, en Europe, puisque nous avons lancé 2 gigafactories. Quand je dis Europe, la région EMEA, Slovaquie, Maroc. Et aux États-Unis, nous avons 2 gigafactories, une dans le Michigan et une dans l'Illinois. Et quand je dis que nous sommes présents dans toute la valeur ajoutée, ça part aussi des minières. C'est-à-dire que nous avons nos propres mines où nous extrayons, si vous voulez, directement les matières premières, le lithium, le cobalt et d'autres matériaux, à la fois en Amérique du Sud et à la fois en Asie. Quand on parle de batterie, on parle d'innovation. On a eu une excellente introduction ce matin par M. Rachid Yazami. Gotion investit énormément dans la recherche et développement. L'année dernière, nous avons investi près de 500 millions d'euros, ou 500 millions de dollars, excusez-moi, dans la R&D, ce qui représente à peu près 12% de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Et nous avons déposé à ce jour à peu près 10 000 brevets. Et nous avons 8 000 ingénieurs présents au niveau mondial, dont 10% à l'international hors Chine. Donc, pour parler de la Gigafactory au Maroc, vous savez que nous avons signé avec le chef de gouvernement le 6 juin 2024, ça va bientôt faire un an, la convention d'investissement qui porte sur un investissement de 5,6 milliards sur un projet qui va être réalisé en 5 phases. Donc 5 phases de 20 gigawattheures pour un total de 100 gigawattheures au total. Donc 5,6 milliards de dollars, dont la première phase de 1,3 milliard de dollars. Nous avons, depuis cette signature, entamé les travaux de terrassement qui sont finalisés et nous devrions commencer les travaux de construction dans les tout prochains jours. Nous espérons pouvoir démarrer en série la production en Q3 2026, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an, et commencer à livrer nos premiers clients, à la fois constructeurs automobiles et energy providers, depuis le Maroc dans un an, si tout se passe bien. Alors, dès la première phase, nous serons totalement verticalisés. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on aura à peu près 70% du coût de la batterie qui sera produit au Maroc. Quand vous comparez cela à l'automobile, par exemple, et j'ai à mes côtés ici Mohamed Bachiri, quand Renault s'est installé en 2010-2012, on était à peine à 30-35% d'intégration lorsque les constructeurs ont démarré. Donc c'est pour vous dire le niveau, d'investissement que Gotion réalise pour gagner en compétitivité, bien évidemment, parce que nos concurrents ne se trouvent pas au Maroc, mais se trouvent partout dans le monde, et la Chine en particulier, puisque les Chinois peuvent exporter leurs batteries en Europe avec des taxes douanières qui sont très très faibles, de 2,5% seulement. Donc nos réels concurrents continuent à être les acteurs chinois présents en Chine et qui exportent en Europe. Donc on aura un taux d'intégration qui sera proche des 75% dès le démarrage série. Nous produirons les cathodes, les anodes, les modules et pas complet au Maroc. Et on pourra s'appuyer sur un écosystème remarquable avec Copco, bien évidemment, avec
TINSI qui vient de s'installer, et BTR et tous les acteurs qui sont présents au Maroc. Le projet, pour finir sur le projet Maroc, il emploiera 2300 personnes en première phase et 10 000 personnes au total sur les 5 phases. Donc la phase 1 sera capée à 20 gigawatts. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque nous avons lancé avec le gouvernement marocain les discussions pour activer la phase 2 très rapidement. Donc on passera très rapidement à 40 gigawatts-heure. Voilà en résumé, si vous voulez. Les achievements du groupe Gotion, on tiendra nos engagements vis-à-vis du gouvernement marocain que je souhaite remercier ici parce qu'ils ont été remarquables dans le soutien à ce projet. Vous savez, c'est la 3e fois qu'on organise ce forum et dans chaque forum, on a discuté de la batterie. Et d'abord, on a commencé avec les ambitions. Quelles étaient les ambitions du royaume, quelles étaient les ambitions des acteurs. Ce qui est remarquable, c'est ce qu'on a aujourd'hui ici dans le panel. Ce n'est pas les ambitions, c'est les réalisations. Ce que Gotion en fait, a réussi en fait, à faire en si peu de temps, en fait, à transformer l'ambition que nous avions il y a 3 ans, maintenant en réalité. I would like now to pass the mic to Mr. Peter Young, CEO of BTR Morocco. Mr. Young, can you please tell us a little bit more about the project you are currently developing in Morocco, and what factors made Morocco attractive compared to other potential sites in the world? I think you might have prepared a presentation that I will try to put on. Okay, thank you, ladies and gentlemen. I'm CEO of BTR, and it's my honor to share who is BTR and what we are doing here. Sorry, okay. No, it's BTR actually is, go back another one. Yes. BTR is we focus on battery materials producer, and we rank #1 in volume continuously 15 years in the worldwide. And for the silicon-based, we occupy the market share over 70%, and graphite more than 40%. And so we focus. We are good. Create more than like 500 patents. And support the worldwide standard, more than 20. You will see mentioned here is Gotion and other bigger players, CATL, BYD, that's our customers. So the custom battery maker. We provide the materials for them. So from cost point of view, a battery account 50% of the EV car. We, BTR, produce anode and cathode materials, which account more than half, 40 to 60% cost of the battery. In Morocco, we have now started 2 projects in Tangier Tech, cathode and anode. Investment volume is about $750 million in Tangier Tech. And estimate revenue $1.8 billion per year. And the employees estimate more than 2,500. And the capacity is cathode, we will produce 15 tons, and another 60,000 tons. So you can imagine equivalent satisfy 500,000 EV cars. So for our Renault, maybe in future we can supply for you. And so this is first strategic project in Morocco, and yeah, it's we appreciate many partners and the governors, administrations support us because for us the power electricity is huge. Now the project is going very well in Tangier Tech. We estimate start operation in Q2 next year. Okay.
Okay, so this is about roughly our projects and in Tangier. That's it. Yeah, thank you. Thank you so much, Peter, for this introduction of the BTR and the BTR project in Morocco. We see truly that our forum is becoming international, and we are very, very happy to have you here, Peter, with us today. Thank you so much for accepting our invitation. I would like to pass now the floor. I would like to pass the floor to Zineb. Zineb, this is the second time, if I'm not mistaken, you're attending the forum. You already told us last year about the plans of COPCO in Morocco. A lot of things happened over the last 12 months. A lot of milestones happened for COPCO over the last 12 months. Please share with us where you're staying today. Thank you, Gabriel. Hi, everybody. I promised Gabriel to speak English to balance the panel, so sorry for my accent in advance. So as Gabriel mentioned, we presented COPCO's project last year in the same forum 1 year ago. So COPCO is, as you know, the JV between Almada and CNGR Advanced Material, which is the global leader in battery precursors, active material in the world. They operate 4 plants in China already. So COPCO is the first large-scale precursor plant in the what we call pan-Atlantic or western part of the world. So we are not a gigafactory. We insist on that. We are specialized in one part of the upstream of the battery ecosystem, which is the precursors and the refining. And since last year, actually, a lot of things happened. As we announced it last year, actually, we completed the project on time. So we started the operations in January this year with the soft commissioning of the plant. We have the first deliveries to clients happening this month. And this milestone actually is just one part of the project because as we exposed last year, we have actually 3 projects. One NCM project, which is the one we are executing right now. We have one LFP project, and we are also in the recycling of black mass, meaning batteries at end of life. So the total capacity combined will lead to 70 gigawatts leading to supply more than 1 million vehicles in the electric mobility. As of now, we have delivered 40 KT of the NCM project, meaning 1/3 of it. And we plan to launch the next step these couple of months, this coming couple of months. Voilà. And we signed our first major supply agreement with Umicore, which is a major player also in the battery sector in Europe, to supply them of our precursor, NCM precursor, with the first deliveries happening from January 2026. And in between, we are supplying many other clients from other parts of the world. So this is in brief what we have done since the last year. Thank you, Gabriel. Thank you, Zineb. And now we projected the impressive image of what you have been able to construct over what, less than 1 year, I would say. Can you put it also on dans la régie, est-ce que vous pouvez mettre le diapositive qui est affiché dans les écrans en bas également sur l'écran derrière? Voilà. Et Zineb, can you tell us what do we see here? Can you describe a little bit what happened? What do we see? Okay. So this is what we call the main workshops. So the view that you have is from the main workshops from the plant. So we are based in the Jorf Lasfar industrial area.
close by OCP. So what you see on the front line is our main workshops and storage and raw mat warehouses, etc. And what you have in the background is the OCP site. And in December 2023, this was just a piece of land. Yeah. Merci, merci Zineb. I will pass now the floor to Hicham. Hicham, do you want to speak it in English or French? French. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'offre pour la batterie que Innovix est en train de mettre en place? Merci Gabriel. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Président pour l'invitation. Déjà, je suis content de voir l'écosystème batterie de notre pays s'agrandir. Et c'est la preuve évidente que investir pour la batterie, c'est au Maroc. On a une offre compétitive et on devrait avoir l'ambition d'être un hub pour la batterie, en particulier l'FP. Donc, je vais introduire un petit peu Innovex. Donc, Innovex, qui est une filiale de l'UM6P, qui est membre de l'OCP et qui est un business builder pour engager, pour relever les défis de la durabilité au Maroc, en Afrique et au-delà. C'est un catalyseur de croissance en créant à l'échelle industrielle des entreprises et des écosystèmes à fort impact sur l'environnement et à fort impact sur l'environnement. Donc, à Innovex, nous travaillons sur des secteurs stratégiques en relation avec la sécurité alimentaire, avec la transition énergétique, la transition numérique, telles que l'énergie, la chimie, l'agriculture et l'eau. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Innovex fait pour la batterie? Donc, aujourd'hui, Innovex, il y a un engagement clair et évident pour contribuer au développement de cet écosystème si important qui devrait être de valeur ajoutée pour notre pays. Et dans ce cadre, on a déjà créé 4 filiales qui devraient contribuer au développement de cet écosystème sur toute la chaîne de valeur. On devrait le faire en partenariat et on devrait aussi avoir des projets qu'on va lancer au niveau d'Innovex. Donc la première filiale, ça concerne Fluor Alpha, qui se veut et qui a ambition d'être un leader des produits fluorés et pour lequel la relation avec la batterie, comme il a dit M. les amis tout à l'heure, le fluor, et c'est un composant si important pour la batterie, c'est un produit dérivé du phosphate, le FSA, avec une technologie de pointe. Il va le transformer en HF, un composant très important pour la fabrication d'électrolytes, en plus d'autres besoins dans l'industrie comme les semi-conducteurs et l'aluminium. Donc je laisse tout à l'heure à Jalil, mon collègue le DG de Fluor Alpha tout à l'heure, de donner plus de détails sur la filiale qui avance très bien. La deuxième filiale, c'est Mera Batterie, et pour ce cas, donc, on a un programme intégré depuis la matière active de la cathode en passant par la suite jusqu'au POC, qui est une des applications pour la batterie, pour le stockage d'énergie renouvelable. Donc nous travaillons et nous donnons la priorité à la recherche et développement et la technologie innovante tout en utilisant une technologie commerciale qui marche aujourd'hui. La troisième filiale, ça concerne NGB, et ça c'est un résultat de collaboration avec l'UM6P. Ça provient à la base, ce sont des chercheurs qui ont un brevet aujourd'hui qu'on voudrait industrialiser. Ça prendra le temps, mais on est confiant qu'on est au Maroc en mesure d'industrialiser une technologie marocaine au bon moment.
On a plusieurs chercheurs marocains, à l'exemple de Siliazami, on a plusieurs Marocains qui travaillent un petit peu partout dans le monde avec des brevets, dans des laboratoires de référence. Et nous sommes confiants qu'on va le faire et on va industrialiser une technologie dans ce sens. La 4e filiale, ça concerne NVIDIA et l'objectif, c'est de développer des technologies, des solutions innovantes pour la gestion de la batterie pour le BMS. Et on est dans notre démarche, dans une démarche d'intégration locale. Encore une fois, notre objectif, c'est de contribuer à cette intégration locale, d'atteindre des objectifs et d'atteindre des valeurs d'intégration locale qui va permettre la création de valeur ajoutée, aussi bien évidemment à Innovex que pour le Maroc dans sa globalité. Merci. Donc on voit bien, Sipcham, que ce n'est pas seulement Mera Batteries qui participe à l'écosystème marocain d'Innovix, mais il y a 4 filiales d'Innovix qui, avec les produits, vont participer à cet écosystème batterie de haute performance. C'est effectivement ça, oui. Wow. Merci beaucoup. Je reviens maintenant à Si Mohamed avec une question sur l'évolution de ce marché, du point de vue de l'automobile, bien sûr, et surtout, quels seraient les défis que le Maroc doit-il relever pour s'imposer comme un acteur clé dans le marché de la batterie? Merci. Alors, il faut d'abord dire que le Maroc a des acquis industriels qui sont très importants. Ça fait 20 ans que l'État travaille pour asseoir une base industrielle et logistique qui sont un asset aujourd'hui pour notre économie et notre pays. Donc il faut s'appuyer sur ce qui existe pour relever les défis de demain. Pour la filière de la batterie électrique, pour moi, je vois 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est la technologie. Après, je développerai. Le deuxième défi, c'est l'intégration en profondeur. Le troisième défi, c'est les compétences humaines. L'un des enjeux de la filière automobile, mais à titre d'exemple, tout le temps on se pose la question de l'équilibre entre notre compétitivité des véhicules qu'on fabrique et entre le niveau d'intégration locale en profondeur qu'on doit avoir. Donc c'est cet équilibre qui doit guider l'action pour qu'on puisse avancer. Le premier enjeu sur la technologie, il faut... On a des choses qui existent. On a vu tout à l'heure Innovix, on a l'écosystème des batteries. Mais pour moi, il y a un travail très important à ce qu'on puisse capitaliser au niveau local ce savoir-faire en termes de process, en termes d'ingénierie, en termes d'innovation, en termes d'application, en termes de tests, en termes de validation et en termes de recyclage. C'est des enjeux qui sont très importants. Et on a réussi sur la filière automobile, qu'on peut prendre aussi comme exemple, sur ces 20 dernières années, à avoir ce savoir-faire au niveau local, avec l'investissement que le groupe Renault a investi dans la partie transfert des compétences, transfert de technologie, etc., etc. Le deuxième enjeu, c'est l'intégration en profondeur. L'intégration en profondeur, le Maroc, alhamdoulilah, a des atouts très importants en termes d'industrie. Si je prends le secteur minier, par rapport à la filière batterie électrique, on a le cobalt, on a les phosphates, et donc c'est des matières premières qui sont un asset pour nous, qui peuvent nous donner une avancée par rapport à d'autres pays pour développer rapidement cette filière. Ces enjeux de matières premières supposent, pour les transformer, pour les raffiner, pour produire les cellules, pour produire toute la chaîne de valeur de la batterie, un savoir-faire. Ce savoir-faire, il faut le faire avec des partenaires étrangers. Ils sont là, parce que c'est les Chinois qui maîtrisent aujourd'hui à peu près 80% de la valeur de transformation des batteries, surtout sur ce sujet. Mais il faut toujours développer au niveau local, ça a été aidé par Khalid, cet écosystème de raffinage, de transformation, de chimie des cellules de batterie au niveau local pour qu'on puisse encore une fois avoir ce savoir-faire au fil des années localement. Le troisième enjeu, c'est les compétences. Les compétences,
l'écosystème de batterie, il est très complexe parce qu'il n'y a pas que la partie chimie. Il y a la partie électronique, il y a la partie software, il y a la partie métallique, il y a plein de sujets qui gravitent autour de la batterie. Et donc, ça suppose des compétences qu'on n'a pas encore aujourd'hui au Maroc. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on travaille ensemble, là je prends ma casquette de CGM, avec les différents acteurs, mais aussi avec les pouvoirs publics, pour monter un écosystème de formation professionnelle dédié à 100% à cette filière, pour qu'on puisse avoir rapidement les ingénieurs dont on aura besoin et les techniciens qui vont accompagner cette dynamique sur les 15-20 prochaines années. D'autant plus que ce savoir-faire évolue rapidement. Donc il y a une mise à niveau aussi par rapport aux compétences dont on aura besoin rapidement. Et je cite l'exemple, encore une fois, de l'automobile, où on a créé en 2011, en partenariat avec les pouvoirs publics dans le cadre de partenariat public-privé, l'Institut de formation au métier de l'industrie automobile, qui appartient à l'État, qui est donné en gestion déléguée à Renault, mais c'est Renault qui gère en fonction de ses besoins. On a fait 3 millions d'heures de formation depuis 2011. 3 millions d'heures de formation, dont un tiers pour les équipementiers qui travaillent pour nous. 1 million d'heures de formation pour les équipementiers, 2 millions pour nos usines de Tanger et de Casablanca. Donc on a encore des enjeux futurs. On a signé une convention avec l'enseignement supérieur et la formation professionnelle pour qu'on puisse travailler ensemble sur les métiers de l'automobile de demain, notamment tout ce qui est électronique embarquée, software, les composants, etc., etc. Donc, les trois enjeux de technologie et de transfert de technologie, les enjeux d'intégration en profondeur et les enjeux de compétences, c'est les défis qui nous attendent. Et on a des success stories, il n'y a pas que l'automobile, il y a aussi l'aéronautique qui a réussi. Et si on voit ces deux filières qui ont réussi dans le même environnement, j'ai du mal à comprendre demain qu'on ne pourrait pas faire la même chose, ou encore mieux dans la filière batterie électrique. Le dernier point, c'est que les défis qui attendent la filière automobile associée à la batterie électrique, c'est les enjeux en lien avec ce qu'on appelle les certificats d'origine. C'est-à-dire dans le cadre des accords que le Maroc a en termes d'export d'automobiles, c'est l'une des raisons aussi qui nous ont obligés à développer l'intégration locale, c'est d'avoir un niveau local de contenu dans les voitures qu'on fabrique, fabriquées localement par des équipementiers. Et donc la filière Gigafactory doit travailler avec la filière automobile pour s'inspirer de ce qui a été fait. Et je vois qu'ils sont déjà à 75%, ce qu'a dit Khalid. Donc ça, c'est très bien. Mais on ne doit pas oublier qu'il faut garder ces constances de technologie, de transfert, d'innovation et de compétences dont on aura besoin. Et les compétences, moi, j'invite tout le monde à travailler ensemble. Parce que si chacun travaille dans son périmètre par rapport à ses besoins, on va réussir. Mais on va peut-être rater des opportunités pour avoir un truc transversal au niveau national. Et c'est un enjeu sur lequel on pourrait travailler avec l'écosystème au niveau du groupe Maroc Industrie. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux enjeux futurs. Merci beaucoup, Si Mohamed. Et si je peux rebondir sur la partie compétences, je pense que ce n'est pas que le Maroc qui est confronté avec cette pénurie, cette manque de compétences. Si on regarde l'Europe a le même problème de compétences parce que dans le marché de la batterie, les ingénieurs électrochimistes et la chimie en fait de la batterie a été principalement développée en Chine. Et donc les compétences en fait nécessaires pour arriver à un niveau de qualité et de compétitivité en fait pour pouvoir exporter au niveau international se trouvent pas nécessairement au Maroc ou en Europe. Donc on doit tous, comme vous l'avez proposé, faire un effort en fait pour pouvoir développer. Ça va prendre un peu de temps en fait. Et avec l'aide des partenaires chinois, développer les compétences au Maroc pour pouvoir arriver à une industrie compétitive de qualité. Je pose la même question à Si Khalid. Comment voyez-vous l'évolution du marché de la batterie entre les différents débauchés qu'il peut y avoir, que ce soit dans l'automobile ou bien dans le stockage stationnaire?
Alors Constantin, nous avons deux marchés dans le, je dirais, dans le marché des batteries pour Gotion. Nous avons le marché automobile et nous avons le marché du stockage d'énergie. Alors le marché de l'automobile sera principalement constitué du marché européen pour Gotion Power Morocco, ainsi que des zones franches marocaines à travers Renault, le groupe Renault et le groupe Stellantis. Alors vous connaissez les chiffres comme moi du marché automobile. Si les amis en parlaient tout à l'heure, malgré une forte croissance, nous n'avons pas atteint les résultats escomptés par les constructeurs automobiles en 2024. C'est-à-dire que la croissance était de moindre ampleur que celle envisagée dans tous les business plans réalisés par les constructeurs automobiles et par les grands cabinets internationaux. Pourquoi ? Pour différentes raisons, si vous voulez. La première, c'est le coût des véhicules électriques. Le coût des véhicules électriques est encore beaucoup trop élevé en Europe et ailleurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le consommateur ne peut pas se permettre de payer 10 000, 15 000 euros en plus pour s'acheter un véhicule électrique. Il peut parfaitement s'acheter un véhicule à combustion ou un hybride et couvrir ses besoins, on va dire, ses besoins de mobilité, si vous voulez. Ceci étant dit, vous savez que l'Union européenne a établi une règle qu'à partir de 2035, nous ne pourrons plus produire des véhicules à combustion. Donc on sera contraint de se déplacer en véhicule totalement électrique ou partiellement électrique, on va dire. Donc ça, c'est prévu 2035, c'est dans 10 ans, et 10 ans, ça arrive très vite, surtout dans le secteur automobile. Il faut savoir qu'un cycle dans le secteur automobile, c'est 10 ans. Qu'est-ce que c'est que 10 ans? C'est le délai nécessaire pour développer un véhicule, pour l'industrialiser, le commercialiser. Donc 10 ans, c'est rien dans le secteur automobile. C'est un seul programme, si vous voulez. Donc, concernant je dirais, la mobilité durable, on reste optimiste à moyen et long terme sur ce secteur en particulier. L'apport, on va dire, de Gotion Power Morocco, ce sera quoi? Ce sera d'amener sur le marché européen et le marché marocain des batteries plus compétitives. C'est l'objectif recherché par l'ensemble des constructeurs européens à travers le coût de la main-d'œuvre, à travers la verticalisation de notre site industriel. On sera amené à proposer à nos clients, dont Renault, je dirais, des batteries plus compétitives, et ce qui nous permettra, je l'espère demain, de garantir les volumes à venir de notre site au Maroc. Et là-dessus, je voudrais vous indiquer que nous avons déjà reçu des commandes très importantes de plusieurs constructeurs européens, et nous ne voyons pas à terme des risques quelconques sur ce point de vue. Le deuxième sujet est le sujet du stockage d'énergie. Alors, stockage d'énergie, c'est une autre clientèle, et ça touche un autre continent pour nous. Donc, le stockage d'énergie pour Gotion Power Morocco, on va s'attaquer principalement au marché africain, au marché marocain, bien évidemment, et au marché moyen-oriental. Vous savez qu'on a la chance d'avoir, je pense, plus de 300 jours par an ensoleillés, je dirais, sur ce continent. Et c'est un marché qui va exploser dans cette région Middle East Africa. Donc, c'est un marché qui est extrêmement prometteur. Je peux partager avec vous un chiffre de Gotion au niveau mondial. L'année dernière, on a produit au niveau mondial 2/3 de notre chiffre d'affaires dans le stockage d'énergie et 1/3 dans la mobilité durable. C'est pour vous dire que le stockage d'énergie est un secteur clé dans les nouvelles énergies, si vous voulez. Bon, je ne vais pas vous parler de toutes les annonces qui ont eu lieu ces derniers jours sur les nouvelles énergies, dont celle d'hier. Ça nécessitera bien évidemment énormément de stockage d'énergie par les énergie providers, qu'il s'agisse public ou privé, sans oublier les industries qui ont l'obligation de se décarboner s'ils veulent continuer à exporter vers l'Union européenne, et le résidentiel. N'oublions pas le résidentiel. Vous verrez qu'il y aura une explosion du stockage d'énergie dans le résidentiel dans les 10-20 ans à venir au Maroc. Parce que, je dirais, ça permettra, je dirais,
à tout un chacun de réduire sa facture énergétique de 50 à 100%. Donc, disons que les deux secteurs sont très prometteurs et on voit l'avenir avec, je ne vais pas dire qu'on voit l'avenir en rose, mais on est très optimiste sur l'évolution de ces deux marchés. L'un sera un peu plus lent, bien évidemment, celui de la mobilité durable, parce qu'il faut que le marché attende des batteries beaucoup plus compétitives, choses qui vont arriver dans les nouveaux cycles à partir de 2027-2028. Merci beaucoup, Stéphane. Et merci pour l'optimisme que vous avez dans ce marché et pour que nous sommes tous maintenant convaincus du futur que ceci peut avoir pour l'écosystème marocain. J'aimerais passer la parole. I would like to pass now the floor to Mr. Peter Young. Peter, we'd like to come back to the question of talents. We discussed earlier with Mr. Mohamed Bashiri about the need of developing talents. In BTR, how do you envisage managing that? How do you envisage localizing our talents in Morocco? Yes, thank you. I think BTR, since we built a 2 gigafactory here, we have 3 phases to develop local R&D or local teams. Phase 1, I think how to leverage local talents to support our factory operation. And for example, we have some details to send the local talents back to corporation. Training basically is on manufacturing, supply chain, how to enable them understand our plant operate. Because we bring the factory technology to Morocco in Tangier. In BTR, we always bring the advanced, latest version of technologies in new plant. So in Tangier Tech, we call it generation 4. So machines, other manufacturing management systems, now we already apply some AI system. And how to make this system run smoothly. And also the localization is our strategy. So we hire experience and send them back to corporation training, focus on how to operate our manufacturing, supply chain. And also, after a certain period of time, I assign experts come to Morocco, our factory site, to transfer skills, to observe how secure they can maintain the system running smoothly. And also in some technicians, and we already hired some, for example, the students learning in China. A lot of students from Morgan learn in China. They have advantage of languages, cultures. So because we realize in operation level, language barrier, cultural difference, so it's a challenge we should take care in the operation level. So we already start hire some Thailand students and cross-cultural talents. And this is phase 1. This is technology and skills know-how transfer. Phase 2, we collaborate with local institutions or some universities to develop our competence, how to support our process technology, manufacturing technology, because we are now in very competitive industry. How to move fast? We need to advance our technology, improve efficiency to compete globally. So we always continuous improvement our machines, our technologies. So we try to leverage, for example, this morning, Professor Yazami, and he already visited our corporate. So there are a lot of networking. We need to collaborate with them, institution, set up laboratory, and some co-pilot run, and to absorb some the latest technologies. This is phase 2. Phase 3, we try to set up, develop really R&D, innovation, technique, and talents
locally, even attract the global talents. In Morocco, this is a hub to long-term sustainable support our operations, new products developed here, support our markets. For example, in European or North America. So this is have more advantages. This morning we mentioned why I choose here is a lot of advantages here. We serve our customers more closely, more respond timely manner. Then we have our core competence. So in short, we define 3 phases. First, to support our manufacturing. The plants operate very well. Secondly, we collaborate with some institutions, universities, to develop technicians and know-how and locally. And phase 3, we were independently leverage local resource talents to innovate latest technologies, skills. Yeah, it's how framework how to integrate local R&D or innovations. Thank you so much, Peter. It's interesting to see that you have really thought about it. It's something that is part of your strategy when you implement the factory in Morocco. You define the 3 phases that allows you to reach the operational excellence. And I think we also have to thank you because it's through companies like yours that we can develop the talents here in Morocco through the transfer of skills and knowledge that you are going to perform in the coming years. Zineb, the next question goes to you and is related to the supply value chain integration in Morocco. So tell us at COPCO or in general, what opportunities do you see in developing the Moroccan vertical integration ecosystem, upstream and downstream, with suppliers and customers here in Morocco? Merci Gabriel. This one is in French. Donc schématiquement, si on regarde la chaîne de valeur, on a ce qu'on appelle l'upstream. L'upstream, c'est en gros 2 grosses étapes, qui est la partie minière et la partie traitement minier, qui est le raffinage, dans laquelle nous, on se positionne. Il y a ce qu'on appelle le midstream. On a des représentants en fait ici dans le panel avec BTR, nos amis d'Innovix également, et en partie Gotion. Et on a ce qu'on appelle vraiment le downstream. Le downstream étant principalement 2 usages finaux qui sont l'industrie automobile et le stockage d'énergie, comme expliquait M. Khalem tout à l'heure. Donc nous, l'opportunité, en fait, le positionnement, c'est-à-dire notre thèse d'investissement au départ, c'était au-delà du projet, c'était l'hypothèse de l'écosystème depuis le début, en s'inspirant grandement de ce qui a été fait, par exemple, dans l'automobile au cours des dernières décennies au Maroc. On a autour de 2 constructeurs automobiles des milliers d'équipementiers qui se sont installés, des filières de formation, etc. Donc on est un peu dans le même schéma, dans le sens où on est sur une industrie nouvelle. Une industrie nouvelle, pas que pour le Maroc, pour l'hémisphère, je ne sais pas si on dit hémisphère, mais pour tout l'Occident, puisque c'est des industries, comme quelqu'un disait auparavant, qui sont principalement chinoises, donc on découvre. Ouais. Et donc quand on parle d'écosystème, ce n'est pas tellement des ambitions, mais c'est des choses qui sont aujourd'hui assez concrètes, avec un certain nombre de projets. Alors, il y a nous qui sommes déjà en opération. On se positionne sur la partie upstream. Plus upstream que nous, on voit des projets se concrétiser, notamment via Managem, qui a des ambitions, notamment dans le raffinage de matières, via des projets miniers aussi qui se concrétisent sur le lithium, etc. Et puis un peu plus dans le midstream, c'est là où on voit un nombre de projets, alors pour certains qui sont présents ici, pour d'autres qui ont été annoncés et qui sont en train de se réaliser. Typiquement, je pense à Tinci également sur les électrolytes, etc., qui sont on va dire, à la phase pas de faisabilité, mais d'exécution. Plus la partie downstream où aujourd'hui on a l'industrie automobile, donc on a 2 représentants, pas des moindres, on aimerait bien en voir plus, bien évidemment.
mais où on voudrait aussi voir toute la partie stockage d'énergie se développer. Et je pense que fondamentalement, on a des avantages en tant que géographie pour se positionner là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas nécessairement en train de concurrencer d'autres géographies, mais plutôt que de se poser comme des alternatives, comme une alternative, parce que tout industriel fait du procurement stratégique, donc il a besoin de diversifier ses sources d'approvisionnement, et nous, on se positionne par rapport à ça, sur des chaînes, des supply chains plus courtes, parce qu'on est au Maroc, on est plus proche des marchés occidentaux, mais également parce qu'on a un certain nombre de paramètres, parce qu'on est tout ça, on parle de la décarbonation. Et il faut rappeler que le Maroc a fait beaucoup de choses dans ce sens-là, notamment via son mix énergétique, etc. Donc on a quand même un nombre de caractéristiques et de paramètres qui nous permettent d'envisager de façon très réaliste et très court terme de générer cet écosystème. Donc je pense qu'à horizon de 5 ans, avec la concrétisation de l'ensemble de ces projets, on sera sur quelque chose de très similaire à ce qui s'est fait notamment dans l'automobile ou dans l'aéronautique. Voilà. Très clair. Merci beaucoup, Zineb. Si Hicham, une question pour toi. Vous êtes une filiale d'une université. Vous êtes un peu le navire amiral, je dirais, du développement, en fait, de l'innovation de l'OCP. Comment intégrez-vous ou pouvez-vous intégrer le savoir-faire et la R&D marocain dans les stratégies d'innovation, donc des usines de batteries à construire au Maroc? Merci Gabriel pour cette question. Comme vous le savez, je pense dans l'écosystème global OCP, déjà on a investi énormément dans la R&D à travers l'université, l'UM6P, et ça date depuis quelques années. Et si on prend l'exemple de batterie, justement, c'est un des départements les plus importants avec déjà des brevets qui sont confirmés pour la batterie et ça va continuer. Dans notre ADN, et justement peut-être parce qu'on est une entreprise marocaine et l'objectif de capitalisation, il est majeur pour nous. On est conscient, comme l'a dit les collègues auparavant, la technologie LFP, parce que nous, évidemment, nous sommes positionnés sur le LFP, sachant que le groupe OCP, pour rappel, il a 70% des réserves, avec un savoir-faire pour transformer en PPA l'acide phosphorique purifié, ce qui nous donne un atout déjà intéressant pour sécuriser cette matière. Ce que je peux dire, c'est que dans notre ADN, la capitalisation, encore une fois, c'est quelque chose de principal. Et on investit dans ce sens, avec des recrutements déjà expérimentés dans ce domaine. Il y en a dans l'équipe, entre autres, des personnes qui étaient à Nordvolt, aux États-Unis, avec des laboratoires et avec plusieurs brevets, etc. Et aussi dans nos équipes, on a des étrangers qui étaient des plant managers pour former nos équipes, en particulier. D'autres qui étaient sur la chaîne de valeur avec j'ai envie de dire, des spécialités spécialisées dans des métiers. Et là, l'objectif, encore une fois, c'est de capitaliser et de suivre ça de très près. Moi, je suis très content d'entendre que BTR il prévoit justement de la capitalisation et de la montée en compétences et de la R&D au Maroc. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et j'espère que ça sera dupliqué pour tout le monde, parce que plus on a des Marocains compétents dans ce domaine, ça va nous permettre justement de suivre un modèle inspirant qui est l'automobile aujourd'hui. L'ingénierie R&D, si on prend le modèle automobile, à Stellantis aujourd'hui, 4 000, 5 000 ingénieurs et techniciens dans l'écosystème, ce qui est juste impressionnant. Et qu'on demande réellement, c'est pratiquement sur toute la chaîne de valeur d'ingénierie R&D. Donc quand on dit capitalisation, c'est sur toute la chaîne de valeur, l'aspect conceptuel, l'aspect ingénierie, l'aspect R&D en amont, mais aussi l'aspect industriel. Et aussi la supply chain et tout ce qui va avec. Donc oui, c'est une composante principale, voire essentielle, dans notre démarche et qu'on considère dans toutes nos discussions et notre stratégie. Parfait. Merci beaucoup.
Il nous reste probablement 5-10 minutes. 5-10 minutes. D'accord. Très bien. Okay. Okay, thank you so much first for giving us this opportunity for being here a second time. I liked it a lot. Thank you so much for your effort for making it. Thank you so much for giving me the opportunity to speak up again. So there is somehow like a concern from my side. It's a comment. So I guess there is a need in transition in our mind, all of us as Moroccans first. So what I'm talking about is that, first of all, talking about the workforce, we don't have communication between academia and the industry. So the industry doesn't communicate with the academia, so we don't know if you said that we need workforce, so which kind of, en français, spécialité needed in our universities or institutes. So, because when we said the battery industry, so there, as you said, so you said that, yeah, we have electronic engineering, so we have physical modeling, et cetera, beside of chemistry. So, which kind and where and how much? The second comment I have is, so when we talk about energy storage, so now it's not only about EVs. In Morocco, if you go to agriculture, we need energy storage, right? We have it in everyday life. We need it. So I see that me as a modest expert in this field, that we don't have it in our mind as Moroccans. We need to add it in the ads, maybe for people, so they do see that we need batteries everywhere in the applications, not only EVs. Because now I see that, yeah, there is a big people, they're talking about it, but for EVs, not for other applications. So could we please open some opportunities for the research for other applications, not only the EVs, because we need it. The other thing I would need to talk about, yeah, is this transition between industry and academia. We need it because we don't know your need. Unless we attend this kind of events, so then we would do know which kind of needs you have. And then my third comment is regarding the transition, because all of you are somehow international companies here in Morocco, as Moroccan Paul. Now I see that the majority of your workers or the workforce is not Moroccan, because we don't have a Moroccan workforce, and I know that. But now, do you think about the transition in how many years? So do you think about it to have a Moroccan, even if it's Ronald or Goshen, do you think about Moroccan workforce as 100% here in the Moroccan Pole? Thank you so much. Donc, si j'ai bien compris, il y a 3 questions en fait. Tout d'abord. Mais ne mettez pas le même temps pour répondre aussi, s'il vous plaît. Donc il y a 3 questions. La première question, c'est comment on peut encourager les échanges entre les industriels et les universités, et comment on peut s'assurer que les besoins des industriels sont pris en compte dans les programmes d'éducation et de développement universitaire des universités. Qui voudrait prendre cette question-là, essayer de répondre? Vas-y, Zineb. Je vais répondre à la première et à la dernière question. Peut-être mes deux points de vue COPCO, encore une fois.
Donc par rapport au premier point, c'est des choses qu'on a tout à fait dans notre day-to-day, puisqu'on a un tiers de nos efforts qui sont faits sur la partie partenariat avec le monde académique au Maroc, donc à la fois sur de la recherche, avec notamment l'UM6P, mais également sur de la formation, où on intervient de façon assez intensive dans le bassin d'El Jadida, notamment, puisque c'est le bassin dans lequel on se positionne, pour promouvoir de la formation en lien avec notre industrie. Ce qui me fait faire très brièvement le lien avec le dernier commentaire. Aujourd'hui, chez Copco, on est à 70% d'effectifs marocains. Donc on est une JV maroco-chinoise, certes, mais notre personnel, notamment de production, c'est du personnel marocain qui a été formé. Donc pour l'instant, qui a été formé via des échanges en Chine, puisque c'est là où cette industrie s'est développée ces 10 dernières années. On espère qu'on pourra avoir ces mêmes instituts au Maroc, mais ça fait partie des ambitions de Copco, c'est de créer une filière marocaine. Et pour créer une filière marocaine, on a besoin de former à la fois des ouvriers, des opérateurs et des ingénieurs marocains à notre industrie, ce qu'on est déjà en train de faire, puisqu'on est déjà sur des ratios de plus de 70% de Marocains dans nos usines. L'ambition à terme n'étant pas d'être nécessairement à 100, mais d'être à une grosse majorité qui soit significative. Donc ça, c'est mon bout de réponse, Gabriel. Merci beaucoup, Zineb, très clair. Si Mohamed, Oui. Non, sur le premier point, la dame, il a raison. Donc il faut renforcer les ponts entre le monde de l'enseignement et le monde industriel, mais dans les deux sens. Pas que dans un seul sens. Parce que si vous dites que c'est l'industrie vers l'enseignement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous allez rester là où vous êtes et c'est l'industrie qui va aller. C'est aussi dans l'autre sens. Donc il faut que chacun fasse un pas de son côté. Il y a beaucoup de success stories qui sont réalisés. Moi, je vais vous donner un exemple concret qu'on a fait la semaine dernière. On a annoncé la création d'un centre R&D d'ingénierie à Tétouan pour un recrutement de 500 ingénieurs R&D à l'horizon 2030. On a déjà 100 ingénieurs aujourd'hui. J'ai réuni la semaine dernière tous les présidents des universités, des écoles d'ingénieurs publics, l'ENSAM, l'IMI, l'ENSIAS, l'ENSA, etc., pour qu'on leur présente ce projet, qu'on leur dise concrètement comment on peut travailler ensemble sur des solutions d'innovation en lien avec les domaines que ce centre d'ingénierie va développer. On leur a présenté notre premier véhicule électrique et ils vont réfléchir pour proposer des solutions. On va faire aussi des travaux de recherche opérationnelle, etc. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième point, c'est que si je prends le cas de Renault au Maroc se considère comme une entreprise marocaine. Ça, c'est hyper important. Il garde son ADN d'entreprise multinationale française, mais au Maroc, c'est une entreprise marocaine. Ça, il faut l'intégrer ici. Donc, une fois qu'on l'a intégré ici chez tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour montrer qu'on est une entreprise marocaine alors qu'on est une entreprise étrangère? Ça, c'est hyper important. Donc, on est un travail très important. On est 11 000 salariés chez Renault aujourd'hui. 99%, c'est des Marocains. Et moi, je suis Marocain qui dirige cette entreprise. Donc, ça montre quoi? Ça montre que si une entreprise internationale a envie et la volonté de faire les choses, il peut le faire. Ça demande beaucoup de temps, parce que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. On est passé par des étapes, on a appris, on a réadapté, réajusté nos programmes, mais c'est des parcours de carrière qu'on a mis en place pour qu'on puisse, au moins surtout sur les postes de management et de direction, avoir des gens locaux. Et c'est un travail d'exemplarité et c'est ça ce qu'on souhaite pour les futurs écosystèmes, c'est qu'il y a cette appropriation de la culture locale dans le management au quotidien. Ça, c'est hyper important et c'est comme cela qu'on réussit nos activités. En tout cas, par rapport à l'entreprise que je connais un peu. Merci, Si Mohamed. Merci tout le monde. Donc, super panel, super information. Je passe la parole. On va peut-être prendre une photo tous ensemble. Mais je voulais juste dire un petit mot sur le panel. D'abord, mes remerciements, les remerciements de la salle. Et surtout, cher Gabriel, comme tu es directeur de l'air et du liquide, donc tu as géré magistralement ce panel. Et la photo avec le président, bien sûr, avant de vous remercier, de vous dire au revoir et à très vite. Merci.